Et quand un beau jour, on nous appelle, on dit qu'il y a un garine, un groupe qui s'organise pour monter dans le Chambron et créer un yishuv, eh ben, ma vie change. Et quand on s'en rend compte, je me rappelle, je me dis, waouh, là je suis avec des gars, il n'y avait aucun Français, hein, mais je me dis, ça c'est des gars avec qui je vais partager ma vie, on va construire quelque chose. Emmanuel Picard, bonjour. Bonjour. On est très content de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est la 600e émission d'Histoire d'Alia, Alia Story. C'est combien de temps que vous êtes là? Ça fait maintenant 44 ans. Je suis monté en août 78, dans le cadre de l'Archara du Bnei Akiva. On était 35 amis et amieux. Certains qui étaient déjà au GAN à Lucien Hirsch avec moi, d'autres qui étaient à l'école Lucien Hirsch, à l'école Yavneh, d'autres de la province, on se connaissait, là qu'on ne connaissait pas. Donc c'était la folle aventure. La folle aventure, c'était magnifique. Évidemment, je ne peux pas parler de vous sans évoquer la mémoire de vos parents. Oui. Bernard et Marianne Picard, qui ont été de grands éducateurs, qui ont créé et dirigé l'école Yavneh Lucien de Hirsch, tour à tour. Elle pensait quoi de l'Alia, votre mère? C'était le chemin à suivre, quoi. Ça veut dire quoi? Elle était insistante? Oui, on a été paramétrés pour faire notre Alia. D'ailleurs, on est les 6 enfants en Israël. Ma mère n'a, plus que mon père, mais peut-être tu peux le dire, mais mon père aussi, n'ont jamais envisagé que nous restions en France. Nous avons été éduqués pour faire notre Alia. C'était une évidence? C'était quoi? C'était une vengeance sur la guerre? Aussi, la guerre, la place de chaque juif. J'étais fasciné par le sionisme. Il voyait la réalité. Mon père, essentiellement, après la guerre des 6 jours, il sait qu'il avait dit à un rabbin orthodoxe, comment on peut aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu? Ce rabbin lui avait dit, j'ai pas de réponse là-dessus. Donc, et même les discours que mon père tenait à l'école Yavneh, c'était très sioniste, très engagé. Il paraît qu'à la fin de la terminale, il demandait à chacun, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Oui, non, il demandait, enfin, il a dit à quelqu'un, est-ce que tu fais ton Alia? Et je crois qu'elle a répondu, c'était l'amie, elle a répondu non. Elle m'a dit, j'ai l'impression que je l'intéressais plus après. Ouais. Et votre mère, pour elle, c'était son cheval de bataille. Oui. Même dans votre éducation, à tous, en fait. Il n'y avait pas de choix. Et bien sûr, on était libre. Si quelqu'un voulait rester, elle m'aurait demandé pourquoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire en France et pourquoi? Et notre place est en Israël. Enfin, ça ne se serait pas passé comme ça. Voilà. Mais ça aurait été libre à chacun de choisir. Bien sûr. Elle voulait que nous soyons en Israël. C'était comment l'ambiance chez vous? On parlait beaucoup école. Lucien Hirsch y venait. On vivait dans l'école Lucien Hirsch. Il y avait un internat la plupart du temps. Donc c'était très joyeux. C'était une très belle famille. Mes frères sont partis. Mon frère Jacques est déjà parti en 1968 en Israël. Il était chez les parachutiste. À la Yeshiva, il a pas chez les parachutistes. Ma sœur, mon frère Michael, Élie aussi. Enfin, on est tous. Les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres. Pour vous arrivez, l'Archara, oui. L'ambiance. Oui, c'était vraiment. En plus, on arrive au kibbutz Ananativ. Dans le cadre du Bnei Akiva, on a entendu parler de ce kibbutz pendant des années. À chaque camp, nous, on mettait les diapositives. Les vétérans nous en parlaient aussi à chaque fois. Je savais exactement ce que j'allais faire. Oui, c'était tout tracé un peu. C'était facile pour vous l'atterrissage? Oui. L'atterrissage a été facile, mais par la suite, j'ai vu que c'était pas si facile que ça. C'est-à-dire l'armée n'a pas été facile. Moi, je pensais que ça y est, j'étais scout, voilà, j'étais capable de me contenter de peu. J'ai mangé à l'école Lucien Hirsch pendant des années, les nourritures de collectivité. Donc, je pensais pas que ça me dérangerait d'être sous etc. Mais c'était éprouvant physiquement, le stress, connaître d'autres Israéliens. Connaître le peuple d'Israël, en fait. Exactement, dans le cadre du Nahal. Mais j'étais avec mes copains. Donc on s'est soutenus les uns les autres, donc c'était plus facile. Vous saviez professionnellement ce que vous vouliez faire? Vous étiez déjà dans une voie tracée? J'avais plusieurs options. Moi, je me dis je vais rester au kibbutz. Donc je voulais être vétérinaire à certains moments, faire des études d'agriculture. Et puis j'avais aussi gardé l'option de faire une école d'ingénieur. J'avais passé un bac C en France, donc je m'étais un peu gardé toutes mes options et en fin de compte j'ai opté pour une école d'ingénieur plus tard. Alors vous travaillez aujourd'hui dans la high-tech et ce depuis de très nombreuses années. Comment on fait pour garder, on va dire, d'un côté cette ouverture d'esprit nécessaire dans la high-tech, parce que vous travaillez avec des gens extrêmement différents de vous. Vous êtes un homme religieux, vous habitez dans un yishuv, on va en parler. Et comment ça se fait ce mélange? Je peux dire que depuis
la maison, l'éducation, l'école Yavneh qui était très ouverte, la communauté juive française qui est très ouverte. Donc, j'ai pas de problème à vivre avec des gens qui pensent différemment que moi. Et donc, j'étais déjà habitué à ce genre de challenge. Et puis, il y a un rôle aussi d'éducation, d'être le gars qui parle Torah. Il y a une fois quelqu'un que j'ai aidé, enfin un nouveau venu, et il m'a aidé, et je l'ai aidé. Il m'a dit pourquoi tu fais ça? Je lui ai dit c'est écrit dans la Torah, Vaftar l'iracha kamocha. Voilà, j'ai dit être religieux, c'est pas uniquement casser les pieds avec la cache-rose ou le Shabbat, c'est aussi s'entraider. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi avoir un enfant, pourquoi avoir des enfants. Il avait déjà 2 filles, pourquoi je devrais avoir un autre enfant? Et on a parlé, discuté là-dessus, et ils ont donc eu lui et sa femme, un petit garçon. Il m'a dit, ce garçon, c'est le tien. Allumer les bougies de Hanouka un peu partout dans le monde. Je voyage beaucoup à l'étranger. Vous avez bossé dans des très grosses boîtes d'high-tech, très connues en Israël. Oui, ici à Telecom, Nice, Aeronautics, Groupe Mère, Elbit, Tower Semiconductor. Comme tout employé du high-tech, on change. Ouais. Parfois on est obligé. Il y a aussi des licenciements, faut pas croire. C'est pas la belle vie, pas toujours. Et vous voyagez dans le monde entier? J'ai voyagé dans plus de 60 pays dans le monde. Pour diriger des projets, donner des formations, etc. Des pays très exotiques aussi. C'est pas toujours simple de tenir sa vision de la vie quand on est seul. Shabbat, peut-être à l'étranger. Ah oui. Ça m'est arrivé. Je sais que j'étais en Malaisie et j'étais au 23e étage. Un des gars qui m'accompagnait, un technicien, il est venu passer Shabbat avec moi. Il m'a dit je reste avec toi. Enfin, on a fait Shabbat ensemble, qui douche et tout. C'était un gars pas du tout pratiquant, mais on a pu échanger. Il était très, très heureux de cet échange. Et je ne vais pas dire que c'est lui qui douche Hachem, mais au moins on donne une autre image un peu de... C'est important pour vous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est important, de façon générale en Israël, de vivre pleinement son judaïsme et être actif dans la société et que ceux qui ne connaissent pas le judaïsme voient que c'est tout à fait compatible. Votre famille a payé un prix très cher pour avoir le droit de vivre ici. Comment on se relève de ça? C'est difficile. D'ailleurs, vendredi dernier, c'était les 21 ans. J'ai un fils. Les 21 ans de la disparition. 21 ans de disparition de Eran Yochanan. Et j'ai un fils d'ailleurs qui est né 2 ans après, et qui s'appelle aussi Eran. On a nommé Eran Issachar. Issachar, c'est le nom de mon père, qui va s'engager à l'armée ce jeudi. Et c'était difficile, bien sûr, pour Eli et Raquel. C'est un grand vide. C'était difficile pour les cousins. Enfin, j'ai une fille qui n'arrivait plus à dormir le soir, elle avait peur. On se dit qu'on a peut-être été épargné par la Shoah. Nos familles ont été épargnées puisqu'on est présent. Mais il y a un prix à payer en Israël. Malheureusement, on peut se dire que les choses auraient pu être différentes politiquement. Mais on a continué, puis je pense que Eli et Raquel, les frères d'Eran et la sœur d'Eran ont été remarquables, nous ont donné un exemple de courage, et ils nous encouragent, et on continue. Quand vous voyez les travers de la société israélienne aujourd'hui, quand vous voyez cette société déchirée, ces manifestations qui... Je pense qu'il y a toujours eu, comment dire, pas dire ce déchirement. De façon générale, il y a 2 grands courants en Israël. Ceux qui voient Israël un pays comme les autres, ceux qui voient Israël le pays du peuple juif, le pays des prophètes, le pays de la Bible, etc. Donc ça s'affronte. Parfois on parle du shalom, parfois on parle du Shabbat, c'est un peu... et là on parle d'autres choses. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, je pense que ça va se tasser. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on voit que la situation évolue en Israël. Je peux comparer Israël que j'ai connu il y a 44 ans quand je suis venu. C'était un petit pays. Il y avait 3 millions d'habitants, j'ai vérifié. On est 9 millions aujourd'hui, vous vous rendez compte? En Israël de 1978, depuis les années 80, c'était l'inflation, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de... Tout ce qu'on a aujourd'hui, il y avait quand on voit des photos, on voit la rue, il y a une voiture, et 10 mètres après, une autre voiture. Aujourd'hui, chaque famille a 2 voitures.
Le pays a évolué, on est devenu une puissance économique. Je ne parle pas aussi de l'essor au niveau du judaïsme, le nombre de yeshivot, le nombre d'écoles talmudiques, la participation de la jeunesse religieuse dans la vie active, etc. Je suis confiant, je suis obligé d'être confiant, et je pense on s'achemine vers les temps messianiques. Ce sont les épreuves à passer vers les temps messianiques. C'est ça qui explique, d'après vous, la crise identitaire, parce qu'on peut appeler ça comme ça, en exactement, fait. Oui. Israël est en train de vivre une crise identitaire. Exactement, mais c'est le conflit. Je pense qu'il y a un courant qui se sent plus lésé ou qui a peur, qui défend ses valeurs. Les gens ne se battent pas pour leur retraite, ne se battent pas pour leur argent. D'ailleurs, c'est un courant qui économiquement vit mieux qu'un autre courant. C'est un conflit de valeurs. Et on va progresser. Alors, vous avez bien sûr fait beaucoup de choses. Vous avez vécu à Jérusalem, vous avez étudié au Machon Lev, et puis c'était un moment où il n'y avait pas beaucoup de travail en Israël à l'époque, et vous avez décidé de partir au nord. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est en 1988, à cette époque, il n'y a pas encore la high-tech, il y a très peu de sociétés dans le domaine de la technologie en Israël. Beaucoup déménagent, j'ai des amis qui ont déménagé à Rehovot, enfin d'autres aussi qui se rapprochent de centres technologiques. Et je suis engagé dans une société qui s'appelle, à l'époque, National Semiconductor, c'est une société multinationale américaine, Silicon Valley, dans le domaine semi-conducteur. Je suis ingénieur là-bas et pour moi c'est un progrès professionnel. Donc je prends ma petite famille, on va s'installer à Haïfa pendant 1 an et ensuite 3 ans à Kiryat Ata. Donc là c'était une autre vie. C'est une vie différente, c'est du Jérusalem, totalement différente. Professionnellement, je suis très très heureux, socialement un peu moins. C'est important de parler de ces sujets parce que quand on fait l'Aliyah, quand on sait qu'on va quitter la France, on va quitter ses amis, son confort, on ne sait pas trop où on va arriver. Les gens qui nous regardent ont parfois besoin de savoir qu'est-ce qui est important. C'est pas uniquement les amis qui m'ont. J'avais des amis là-bas, d'ailleurs même des Français, et enfin aussi des Français, mais je sentais que je me sentais complètement tassé là-bas. J'ai l'impression que ma vie s'arrêtait. J'avais une soif de faire quelque chose d'idéologique. L'idéologie un peu me brûlait. Et je me suis dit, ça y est, ma vie s'arrête maintenant. C'est ça le secret pour réussir son Aliyah, c'est de faire autre chose. Aussi, il y a des gens qui se sont installés quelque part, ils ont une belle maison et ça leur suffit. Et voilà, quelques amis, quelques potes et tout. Et là, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et quand un beau jour, on nous appelle, on dit qu'il y a un garin, un groupe qui s'organise pour monter dans le Chambron et créer un yishuv, eh ben, ma vie change. Ma vie change. Et quand je rencontre ces gars-là, il y avait une grande réunion au Technion. C'était des gars du Technion et des gars d'un kollel de Meretz. Le kollel Meretz, à l'époque, c'était une école qui donnait un diplôme d'enseignant, même je crois de rabbin. Enfin, les études étaient payées, c'était même logé, mais ils devaient aller ensuite enseigner dans des villes en voie de développement, dans le nord du pays, dans le sud du pays, Eilat, Shlomi, Afula, enfin un peu partout. Ces vétérans de ce kollel veulent habiter un yishuv. Parce qu'ils ont un peu des difficultés à éduquer leurs enfants dans la ville en voie de développement. Ils veulent enseigner, mais ils veulent rester. Donc, il y a une espèce de synergie entre des gars du Technion qui, eux aussi, ont un besoin d'idéologie, qui veulent donner plus de sens sioniste à leur vie. Et quand on s'en rend compte, je me rappelle, je me dis, waouh, là, je suis avec des gars. Là, je suis avec des gars. Et il n'y avait aucun Français, hein, je connaissais quelques-uns du Machon Lev, mais je me dis, ça, c'est des gars avec qui je vais partager ma vie, on va construire quelque chose. Vous êtes arrivé dans un petit endroit dans le Chambron. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de déboires, énormément. On a dû difficile. C'était compliqué politiquement. Politiquement, parce que même si c'était un gouvernement de droite, en 91 déjà, même le gouvernement Shamir n'arrive pas à nous faire monter là où on devait arriver. On va passer 1 an à Sde Yaakov, dans des espèces de préfabriqués, ce qu'on appelle des caravanes. J'ai déjà 4 enfants à l'époque, donc c'est compliqué. On me donne une caravane et demie, que je partage avec une autre famille. Et on est un groupe de 15. Et en fin de compte, on sera à peu près 11 à monter depuis Sde Yaakov à Chinanit. Et on ne fondera pas de nouveau yishuv, mais on va s'associer à un yishuv existant, ça va s'appeler Chinanit Bet. Et plus tard, on sera un yishuv indépendant, qui s'appelle Tal Menaché, bien qu'il ne soit pas reconnu. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent. Sur ma carte d'identité, c'est écrit Chinanit. Par rapport au conseil régional, nous sommes un yishuv indépendant.
tout est indépendant, mais Politiquement parlant. politiquement, au niveau du ministre de l'Intérieur, c'est compliqué. Et ça met 9 ans. On va mettre 9 ans, enfin 1 an, c'est Yaakov et 8 ans encore, toujours en caravane. La famille va s'agrandir, je vois à droite, 2 caravanes. Un jour, on arrive à avoir notre maison, ainsi que tous les fondateurs du Yishuv. Tous les fondateurs du Yishuv. On a grandi. Vous êtes combien aujourd'hui à Tali Aujourd'hui, Menachem? maintenant, on est 180 familles. Ça a mis beaucoup de temps. On a mis beaucoup de temps. On est dans le nord du Shomron. On est près de rien. On n'est pas près de Jérusalem, pas près de Tel Aviv. On n'est pas non plus. C'était pas un endroit tellement périlleux. C'est-à-dire qu'il y a eu des Yishuvim qui sont allés s'installer tout près de Shrem, qui ont vraiment. Je parle de Har Bracha, Itama, etc. C'était pas ça. C'était des purs et durs. On nous a souvent considérés comme des gentils, quoi, on va dire, un peu une tiachefoute bourgeoise. Je ne sais pas si on le pense encore toujours aujourd'hui parce que les choses se compliquent. Malheureusement, il y a eu oui, malheureusement, le terrible attentat de notre sœur, Esther notre Organ. amie Esther, qui a été tuée, assassinée il y a 2 ans maintenant, une amie à moi. Elle nous a rejoints beaucoup plus tard. Eux n'étaient pas dans les caravanes, ils sont arrivés directement dans leur maison. Mais le Yishuv maintenant prend énormément d'essor. Il y a une ville qui s'est construite près de chez nous, Harish, à un quart d'heure. Quand vous parlez comme ça de l'endroit où vous habitez, avec vos collègues de travail, etc., mais du nombre d'enfants que vous avez, je crois que vous avez 8 enfants aujourd'hui. 8 enfants aujourd'hui, oui. Ils ne vous prennent pas pour un extraterrestre? Peut-être un peu. Enfin, souvent, on me dit t'as pas l'air d'un mitnachet, t'as pas l'air d'un colon. Alors, je sais pas si je dois le prendre comme une insulte ou un compliment. Je pense que c'est un équilibre. Ça vous plaît d'avoir les deux mondes? Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on est plusieurs, même au Yishuv, il y a plein de Benjamin. Bien sûr. Et d'autres aussi qui travaillent et qui voyagent. Mes voisins, qui est chef scientifique d'une très grande compagnie. Enfin, il a 11 enfants. Enfin, il voyage aux États-Unis, il revient, c'est tout. Et vous avez dû relever de nombreux défis, notamment éducatifs. Ça vous touche, l'éducation? Oui, c'est compliqué. Ça devait pas être simple d'élever 8 enfants tout en restant religieux. Oui, je pense que c'est un challenge qu'on a tous. C'est un défi qu'ont tous ceux qui éduquent leurs enfants en Israël. Et particulièrement Yishuv, d'abord on n'avait pas d'école au début, les enfants voyageaient jusqu'à Shavé Shomron, en passant par le Shomron. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y passer, c'était avant les accords d'Oslo, même c'était très périlleux, les conducteurs n'étaient pas sérieux. Ils faisaient traverser la route aux enfants. Et on s'est battu pour avoir une école. On m'a missionné pour cette tâche et on a dit voilà, t'es le fils du directeur d'école, il le savait. Donc j'ai créé l'école au Yishuv. Aujourd'hui c'est une très grande école. Et d'ailleurs cette école sert tous les Yishuvim. D'ailleurs par notre présence, on a créé ce Yishuv pour être un Yishuv, le seul Yishuv religieux de toute la région. C'était ça le but, c'était diffuser plus de Torah? C'est ça, exactement. Diffuser, on n'a pas dit la Torah, la lumière. On n'est pas des missionnaires, on n'est pas Chabad, mais par notre volonté d'aider, il y a des membres de notre Yishuv qui vont enseigner dans les Yishuvim voisins. C'est une fierté, ça, d'avoir participé à la création d'une école? Oui. C'était l'école, d'abord, oui. Puis chaque matin, je vois les gosses monter comme ça, ils passent devant chez moi pour aller à l'école. Enfin, c'est mignon comme tout. Alors qu'on a commencé, il y avait 2 classes, et, il y avait 6 enfants, quoi. Donc, je pense à mes parents qui ont fondé Lucien Hirsch avec 50 élèves, et ils m'ont dit, voilà, nous aussi on fonde. C'était dans la synagogue. Chaque samedi soir, on devait tous plier les chaises, remettre les murs de l'école. On vivait ça, on sentait qu'il y avait quelque chose de particulier. Alors c'était compliqué parfois, c'était très compliqué. Pas d'électricité, pas de prof qui arrive. Il y a des moments de découragement. Il y a beaucoup de satisfaction. Énormément. On a fêté les 30 ans du Yishuv. Alors, c'est difficile d'expliquer à ceux qui arrivent maintenant. Ils ont tout à leur disposition, ils critiquent certaines choses. Mais imaginez ce que c'était à 30 ans. C'est comme quand on nous explique comment était Israël il y a 50 ans, 60 ans. Moi, j'explique aux Olim qui viennent maintenant de France en Israël. Vous imaginez pas la facilité qu'on a en Israël, parce que c'était quand on est arrivé. De voir disons, la nouvelle génération, ceux qui sont nés au Yishuv, qui ont grandi au Yishuv, et qui viennent me voir et qui me disent pendant les fêtes, on pense à toi, on se rappelle les tfilotes que tu faisais. Ou alors la Megillat Esther, je lis aussi. Et je l'ai appris du docteur Eli Bloch, qui lisait à Lucien Hirsch à l'époque. Et toute une génération a entendu cette Megillah, et des jeunes filles, on pense à toi à chaque fois. C'est pas la même Megillah. Ça fait chaud au cœur? Oui, bien sûr, ça fait chaud au cœur. Comment voyez votre père ce retour à la terre? Mon père, il aimait pas trop cela.
le terme, le retour à la terre, mais quand il est venu me rendre visite à Tal Ben-Hacher, d'ailleurs c'était 3 mois avant son décès, c'est la bar mitzvah de mon fils, il m'a dit « Je suis très heureux pour toi, je comprends pourquoi tu es là ». Parce qu'il n'était pas toujours d'accord avec ça. Pas toujours. Il aurait voulu qu'on reste à Jérusalem, que ça soit moins périlleux là où on habite. Et puis, il était venu se rendre visite à Sde Yaakov. L'année où on était là, c'était un moshav, vraiment le moshav pittoresque, comme les images du KKL. Ça lui avait plu. Et là, ça lui avait plu. Il dit, mais restez là, c'est bien. Et quand on lui a dit quand même qu'on allait sur cette colline aride... C'était le père qui était inquiet ou c'était l'éducateur, c'était le philosophe, c'était quoi? Je sais pas. On est un père, peut-être on s'inquiète, l'inconnu. Et puis quand il était à Tal Ben-Hacher, il dit « Je te comprends ». Il nous a vus comme ça, organiser notre petite synagogue, notre gare, notre école. J'ai revécu une archara, et des réunions le soir, des grandes discussions idéologiques, des décisions à prendre. Comment vous vous définiriez aujourd'hui? Je suis israélien. Je pense que, paraphraser Manitou qui disait « Je suis devenu juif, je suis devenu hébreu, je suis heureux d'être israélien ». Appartenir à la Oumma israélite, au peuple d'Israël. Et la Oumma israélite, c'est Knesset Israël, c'est la Neshama qui représente tout le Ham Israël. Et je pense que je vis ça. Et c'est comme ça que pour moi, c'est vivre la Torah et les mitzvot. Et par rapport au monde entier. Quand je suis avec des clients étrangers, que je me présente en tant qu'Israélien, ils voient que je suis juif parce que je mange kasher et Shabbat, etc. Et je dis, mais vous êtes... Je dis, oui, je suis Israélien. Alors on me dit, Picard? Je dis, oui, mais non, je suis Israélien. Ah, vous vivez en Israël? Ah, vous vivez en Israël? Ah oui, ah, d'accord. Ils sont étonnés. Ou des Africains me demandent, mais pourquoi tu as quitté la France? Tu étais bien là-bas. Ils rêvent que d'arriver en France. J'ai dit, j'étais une minorité. Je suis venu retrouver mon peuple. Et mon peuple, c'est en Israël. Et ils comprennent. Vous parlez de peuple, vous ne parlez pas de religion? Non. Mais nos gros disaient, nous sommes un peuple qui a une religion. La Torah, les mitzvot nous permettent de nous déterminer en tant que peuple. Est-ce que vous pensez que l'Aliyah francophone a un rôle à jouer en Israël aujourd'hui? Je pense que tout juif qui arrive en Israël, c'est une bénédiction. Les Français, en particulier, on voit des rabbins français qui ont énormément d'influence. C'était le Rav Cherki, le Rav Ben Ishai. Dans la société israélienne. Une certaine éducation, une certaine façon de penser. Le Rav Tzvila disait que les Français aiment la philosophie, donc ont une éducation philosophique, donc peut-être une façon de réfléchir, peut-être un équilibre que l'on a eu dans la communauté, donc qu'on peut apporter à Israël, mais je pense que tout allié apporte quelque chose. Tout allié apporte quelque chose. Et moi, de me promener à Natania, de voir que je peux manger les spécialités françaises, tunisiennes, comme qu'on avait à la rue Richer, c'est un bonheur. Non, mais c'est vrai. J'ai retrouvé des choses qui me semblaient perdues. Et je me suis promené récemment rue Richer, à Paris. J'attendais un train à la gare du Nord. C'est vide, il n'y a plus de juifs là-bas. Et les retrouver à Natania, c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui hésitent, qui regardent Israël avec envie, mais... Je me le disais déjà, même adolescent, que si je ne monte pas à 18 ans, je ne monterai plus jamais. Ce sera très difficile. Et c'est difficile. Et je vois ceux qui sont montés à 14 ans, ceux qui ont fait les lycées, montés avec leurs parents, tout à fait différent de moi qui suis venu 4 ans après. Pourtant, il y a des familles qui montent avec des enfants, etc. Oui, je pense que quand on fait son aliyah, il faut savoir qu'on arrive en Israël et qu'on n'est plus en France. Il faut pas se retourner, comme la femme de Lot. Elle a été sévèrement punie, son plan ne sera pas puni. C'est très difficile. C'est compliqué de ne pas se retourner, de comparer avec la France. Ça m'est arrivé aussi, ça nous arrive à tous, de dire « Ah, quand même, en France, c'était différent. » Ou même dans la communauté juive, il y avait des facilités. C'est un défi. Le choix, c'est rester en France et rester une minorité, ainsi de vivre pleinement son identité. Ce sera peut-être dur pour la première génération, mais je pense que la deuxième va en profiter. Et on saura où sont nos enfants, nos petits-enfants. Tandis que je pense que celui qui reste en France, c'est bien plus compliqué pour lui. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici? J'aime, c'est une phrase du Tanakh, Tochami ani Yoshev. C'est une femme qui dit ça, elle dit au prophète Elisha, quand il dit « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Il dit « Dans mon peuple, je suis assis. Je vis par mes peuples, je me sens égal. Je ne me sens pas minorité. » Une fois, je suis retourné dans le cadre de mon travail chez Alcatel en France, un télécom. Et j'ai vu les couloirs d'Alcatel, qui ressemblent d'ailleurs aux couloirs d'ICI Télécom, l'école
deux compagnies télécom, ils travaillaient ensemble. Et je me te rends compte, dire que tu aurais dû être là. Tu aurais pu être là, être ingénieur. Et là, je me sens bien. Et je vois mes enfants sont là. Et j'ai mes enfants, et je sais, mes enfants vont pas partir quelque part. C'est une réussite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à peu près en même temps que vous. Les enfants sont pas toujours, ou n'ont pas gardé les traditions familiales, ou sont partis à l'étranger. Pas tous. Chacun vit son judaïsme comme il le veut. Chacun vit son sionisme comme il l'entend. Mais ils sont là, ils sont près de moi. Et surtout, ils sont chez eux. Ils vivent là où ils sont nés. Et ça me manque de pas vivre là où je suis né. Et je voudrais pas qu'ils aient cette même expérience. Je suis content qu'ils ont une maison rentrée. Nous, pendant longtemps, mes parents n'étaient pas là. Quand j'étais à l'armée, j'avais des frères, ils étaient gentils, c'est sympa. Ils m'accueillaient, mais ils n'étaient pas chez moi. Eux, ils rentrent, ils ont leur chambre, ils ont leurs habitudes, ils ont le chou, ils ont grandi. Les voisins qu'ils ont connus. Même s'ils ont, pour la plupart, vivent ailleurs. J'ai qu'un fils qui habite à côté de moi. Ah, je sais pas où. Mais au moins, je vois mes petits-enfants aussi, près de moi. Et je pense que c'est le bonheur. Et c'est une chance. C'est une chance, c'est vraiment un miracle. Et bientôt, on va parler du Seder de Pessah. Et on va se rappeler de nos ancêtres qui n'ont pas connu ça. Qui disaient le Shana Ba B'Yerushalayim. Nous, on le dit, mais on le vit.